Allez, c'est parti pour ce décryptage. L'univers des crypto-monnaies, on le voit souvent comme un vrai labyrinthe hyper technique. Mais honnêtement, derrière toute cette complexité, il y a des mécaniques absolument fascinantes. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de poser les bases, de comprendre les stratégies et de vraiment maîtriser ce nouvel écosystème financier, sans jargon inutile. Et rien n'illustre mieux cette folie qu'un chiffre. Tenez-vous bien, 650 millions. En 2010, quelqu'un a acheté 2 pizzas pour 10 000 bitcoins. À l'époque, ça valait quelques dollars à peine. Mais aujourd'hui, avec la croissance complètement dingue du marché, ces 2 mêmes pizzas vaudraient la somme astronomique de 650 millions de dollars. C'est une appréciation historique qui défie littéralement toute logique financière classique. Ce qui est super intéressant sur cette image, c'est ce message posté en 2011 qui résume parfaitement l'ambiance des débuts. L'auteur s'y plaint d'avoir vendu 1700 bitcoins à 30 centimes l'unité en regrettant amèrement de ne pas avoir attendu que ça monte à 8 dollars. C'est fou, non? C'est l'illustration ultime du regret monumental de ces tout premiers adoptants qui ont complètement sous-estimé le tsunami qui allait s'abattre sur le monde la décennie suivante. Alors, pour aborder ce marché méthodiquement, voici le plan. On va voir les origines des cryptos, le fonctionnement de la blockchain, les différents types d'actifs numériques, comment les stocker en sécurité, comment les acheter, et on terminera par les stratégies d'investissement. Première étape, les bases et origines des crypto-monnaies. Qu'est-ce qui donne concrètement de la valeur à un actif purement virtuel? Eh bien, ça illustre brillamment la rupture totale avec la monnaie classique, ce qu'on appelle la monnaie fiat. D'un côté, on a les banques centrales qui peuvent, en gros, imprimer des billets à l'infini, ce qui crée inévitablement de l'inflation. Et de l'autre, on a le modèle mathématique du Bitcoin, une émission contrôlée par la cryptographie et un plafond absolu et strict, bloqué à 21 millions de pièces. Pas une de plus. Cette rareté programmée, c'est littéralement son bouclier anti-inflation. On passe à la partie 2, le fonctionnement de la technologie blockchain, le fameux moteur de la décentralisation. En fait, le secret derrière cette sécurité, c'est ce qu'on appelle la preuve de travail ou proof of work. Au lieu de faire confiance à une banque centrale pour valider les opérations, on a des milliers d'ordinateurs dans le monde, les mineurs, qui déploient une puissance de calcul gigantesque. Ils sont en compétition permanente pour résoudre des algorithmes ultra complexes, valider les transactions et sécuriser le réseau. Et en échange, ils gagnent des crypto-monnaies. Concrètement, voyons comment ça s'enchaîne chronologiquement pour former un bloc. Étape 1, on regroupe les transactions avec un petit nombre aléatoire, le nonce. Étape 2, on fait passer tout ça dans un algorithme cryptographique qui s'appelle SHA-256. L'objectif est hyper exigeant. Le premier mineur qui trouve un résultat, un hash commençant par 19 zéros, gagne le droit de valider le bloc. Ensuite, boum, ce bloc est scellé au précédent. Ça crée une chaîne littéralement inaltérable. Mais voilà, le gros souci de ce système, c'est qu'il consomme une quantité phénoménale d'électricité. Du coup, une évolution majeure a vu le jour, la preuve d'enjeu, ou proof of stake. Des géants colossaux comme Ethereum sont passés à ce modèle pour régler le problème énergétique. Le concept, au lieu de faire tourner des fermes de serveurs énormes, les participants bloquent une partie de leur propre crypto en garantie pour obtenir le droit de valider les transactions. C'est une solution brillante qui réduit drastiquement l'impact écologique tout en maintenant un niveau de sécurité maximal. Partie 3. Comprendre les différents actifs numériques, car oui, il y a tout un monde bien au-delà du Bitcoin. Le marché aujourd'hui, c'est un écosystème très riche. Le Bitcoin reste l'or numérique, la réserve de valeur de base. Ensuite, on a Ethereum qui agit comme un gigantesque ordinateur mondial gérant des contrats intelligents, des accords automatisés sans aucun intermédiaire. Il y a aussi les stablecoins comme l'USDT qui sont directement arrimés au dollar pour éviter la volatilité, super pratique au quotidien. Ensuite, les altcoins comme Solana ou Cardano qui tentent d'être plus rapides ou de passer à l'échelle. Et attention, mention spéciale aux meme coins comme le Dogecoin. Là, il faut redoubler de prudence, ça monte souvent juste grâce à la hype sur Internet, sans aucune véritable utilité technologique derrière. On arrive à la partie 4, le stockage sécurisé. C'est bien beau d'investir, mais il est crucial de savoir protéger ses actifs contre les failles informatiques. Il faut bien comprendre qu'un portefeuille crypto ne contient pas physiquement les pièces, il conserve les clés d'accès. Et pour ça, on a 3 méthodes. Le portefeuille de garde, géré par une plateforme d'échange, commodité maximale, mais sécurité assez faible, vu qu'un tiers détient vos clés. Ensuite, le hot wallet, un logiciel sur le téléphone ou l'ordi. C'est un bon équilibre pour tous les jours. Mais pour une sécurité vraiment infaillible, le cold wallet reste le saint Graal. C'est un petit appareil physique totalement déconnecté d'Internet, tout bonnement impossible à pirater à distance. Il y a d'ailleurs un adage extrêmement célèbre dans la crypto. Not your keys, not your coins. Pas vos clés, pas vos cryptos.
Laisser tout son argent sur une plateforme centralisée, c'est abandonner la véritable propriété de ses fonds. Si la plateforme fait faillite, gèle les retraits ou se fait pirater, pouf, l'argent peut disparaître instantanément. Conserver ses propres clés privées, c'est la seule et unique garantie de souveraineté financière. Partie 5. L'achat et l'échange. Comment naviguer concrètement sur ces places de marché? On a vraiment deux mondes totalement opposés ici. D'un côté, les échanges centralisés, les fameux CEX. Très pratiques, parfaits pour débuter, mais ils demandent des pièces d'identité et gardent le contrôle des fonds pendant l'opération. De l'autre, on a les échanges décentralisés, les DEX. Là, tout opère de manière autonome sur la blockchain. On échange instantanément des actifs, directement depuis son propre portefeuille. Zéro intermédiaire et une confidentialité top niveau, même si ça demande un peu plus d'autonomie technique. Et on termine avec la partie 6, les stratégies d'investissement et l'analyse. Comment séparer les vrais projets de la simple hype? Bon, plongeons-vous là-dedans. Regarder simplement le prix d'une monnaie ne révèle absolument rien. Les vrais indicateurs vont beaucoup plus loin. D'abord, la capitalisation boursière, qui donne la valeur totale du réseau. Ensuite, les tokenomics, c'est-à-dire les mécaniques d'inflation et de distribution de l'offre. Et enfin, la Total Value Locked, ou TVL. C'est la quantité de capital que les utilisateurs ont délibérément bloqué dans les contrats du réseau. Ça, c'est la vraie mesure de la confiance. Et là, il faut vraiment détruire un mythe tout de suite. Le fantasme absolu du jeton qui a des milliers de milliards de pièces en circulation et qui atteindrait facilement le prix d'un centime. Mathématiquement, pour qu'une monnaie aussi diluée atteigne cette valeur, sa capitalisation boursière devrait dépasser toute la richesse mondiale cumulée. C'est une impossibilité totale. Donc, le point crucial à retenir est celui-ci. La véritable valorisation se trouve toujours dans la capitalisation boursière globale, jamais sur la petite étiquette de prix d'une pièce individuelle. Il faut impérativement fuir ce piège psychologique qui fait croire qu'un projet est une bonne affaire juste parce qu'il affiche des tonnes de zéros après la virgule. Pour clore ce décryptage, une vraie réflexion s'impose. Alors que la finance décentralisée gagne en maturité et que les technologies évoluent à une vitesse vertigineuse, comment les grandes banques traditionnelles vont-elles faire face à cette révolution numérique implacable? Assister à ce choc, ou peut-être à cette fusion entre l'ancien système bancaire et cette architecture décentralisée, ce sera sans aucun doute l'un des phénomènes économiques les plus captivants de notre époque. Le concept même de l'argent est en train de se redéfinir, sous nos yeux.